Bonjour, nous sommes le samedi 13 mars 2021 et ma vidéo s'intitulera Traces encore toutes fraîches. Et vous allez voir par quoi je vais commencer. Je vais commencer par ça. Voilà, ça s'appelle Vers le capitalisme, vers la crise du capitalisme américain. Ça a paru à la découverte et ça a paru, voilà ce que ça dit. Achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie France Quercy à Mercuez en décembre 2006, dépôt légal janvier 2007. Voilà. Alors, ce livre est devenu célèbre. Euh, il a été rapidement épuisé durant l'année 2008, quand la question a été posée à Maspero, pardon, j'appelle toujours Maspero la découverte, pour des raisons historiques. Quand ça a été épuisé, j'ai demandé qu'on fasse un nouveau tirage parce que on en parlait pas mal la découverte n'a pas voulu faire un second tirage. Alors j'ai repris les droits et ça a paru en édition du Croquant, la crise du capitalisme américain. On n'a plus besoin de mettre vert ni le point d'interrogation. C'est sorti en 2009 et voilà, c'est l'édition que vous pouvez trouver facilement. Alors bien entendu, vous pouvez sur le marché noir vous arracher à des prix purement spéculatifs la version originale. Euh, Pourquoi je vous raconte ça? Alors, qu'est-ce que j'ai dit achevé d'imprimer en décembre 2006. Bon, ce livre n'est pas devenu célèbre en 2006. On en a parlé beaucoup plus tard. On en a parlé beaucoup plus tard, on a commencé à en parler voilà, véritablement en septembre 2008, au moment de l'effondrement. Et puis après, ça s'est répandu l'idée que j'avais expliqué comment ça allait se passer, que ça allait avoir lieu et comment ça allait se passer. Donc, entre décembre 2006 et septembre 2008, il y a presque 2 ans. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, vous avez dû voir aussi. Ça a paru ça a paru en septembre 2009, pardon 2019 bien sûr, septembre 2019, la chute de la météorite Trump, un objet populiste mal identifié, et il est mis que ça couvre la période de septembre 2015 c'est-à-dire durant la campagne, d'abord les primaires du Parti républicain et ensuite campagne électorale pour les élections de 2016 présidentielles aux États-Unis. Ça démarre en 2015 et ça se termine en avril 2018. Premier volume. Voilà. Euh, Deuxième volume, où il y a plein de signets, vous voyez, j'ai mis plein de signets. Haute trahison, c'est le deuxième volume de la chute de la météorite Trump. Là, ça a paru quand achevé d'imprimer novembre 2020 et dépôt légal novembre 2020. Voilà. Nous sommes, je vous rappelle, nous sommes donc le 13 mars 2021. Alors, je voudrais les deux livres sur Trump, ce sont mes billets faits à chaud au moment même, avec des introductions pour les situer à l'intérieur de l'actualité, ou est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, et ainsi de suite. Les chapeaux d'introduction pour chacun des billets sont plus ou moins importants selon, selon ce qui s'est passé, selon ce qu'il est important de dire à ce propos-là. Bien, et j'ai mis 3 signets dans le bouquin qui s'appelle La chute de la météorite Trump, et je vous montre que il est mis haute trahison. D'accord? C'est le titre que j'ai choisi pour le second volume. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous ai montré un livre qui s'appelait Vers la crise du capitalisme américain. Voilà. C'est pas qu'il y a un rapport entre la crise du capitalisme américain et, la chute de Trump. Oui, il y en a un, mais enfin c'est pas ça. C'est qu'il y a un titre qui, d'une certaine manière, annonce quelque chose. Bon, annonce quelque chose. Comme le manuscrit du livre qui s'est appelé Vers la crise du capitalisme américain, je ne l'avais pas appelé comme ça. Je l'avais appelé du nom qui sera appliqué à la réédition.
au deuxième tirage, non, réédition. Je l'avais appelé La crise du capitalisme américain. Donc, j'avais déjà publié dans la revue du MOS voilà, quelques extraits de ce qui allait devenir le livre, et j'annonce quelque chose. Et c'est ça qui avait retardé, bien entendu, la publication de ce livre. Bon, personne ne voulait l'imprimer en disant mais il n'y a pas de crise du capitalisme américain. Et je disais, je parle d'une chose qui va se passer, Bon, alors avec toute cette longue introduction, je vais maintenant m'intéresser à 3 endroits dans ce livre-là. D'accord. Je m'intéresse en particulier au 15 juillet 2018, c'est il y a 2 ans et demi. Je vous lis d'abord, voilà, je vous montre, hein, donc il y a des chapeaux, voilà, il y a des chapeaux, et puis il y a le titre, il y a le chapeau, puis il y a le titre, et puis voilà, il y a la reproduction du billet dans son ensemble. Bon, je n'arrive pas à manipuler ça. De toute façon, je vais vous lire, voilà. 15 juillet 2018, le chapeau. Je souligne ce jour-là que de ce qui apparaît de l'inculpation d'agents russes par le gouvernement américain, le ministère de la Justice américain, la question qui inquiète au tout premier plan les autorités américaines n'est pas s'il y a collusion entre l'équipe de Trump et les Russes, mais qu'il agisse de fait, Trump, comme un agent russe à la tête des États-Unis. Il est mis en demeure d'arrêter. Et le titre du billet de ce jour-là, que vous pouvez retrouver sur mon blog, ils sont toujours là, le ministère de la Justice américain laisse entendre que Donald Trump est l'agent d'une puissance étrangère hostile. Et là, à ma connaissance, j'étais le seul à dire ça. Et là, je vous expliquais à l'époque, c'est que, voilà, un père juriste qui vous apprend à lire entre les lignes dans les textes juridiques. Et dans ce texte, cette inculpation de plusieurs fonctionnaires russes, moi je lisais quelque chose qui me semblait écrit là, une accusation de haute trahison envers M. Trump, président des États-Unis. Voilà. Donc je vous rappelle la date, 15 juillet 2018. Bon. Je passe à autre chose. Là, je vous montre, c'est un billet. Du 12 août 2018, donc on est à peu près à la même époque. J'appelle mon billet, c'est un long billet avec une illustration, Trump and Company, les laissés pour compte de l'ascenseur social. Et je parle de 3 personnages, voilà, je vous les montre, si j'arrive à faire un peu mieux qu'avant, voilà. Le personnage à gauche, c'est M. Paul Manafort, celui du milieu, c'est M. Roger Stone, et le troisième, c'est M. Lee Atwater. M. Atwater, on ne parlera pas beaucoup de lui parce qu'il mourra peu de temps après. Il a un cancer et il mourra. Et en particulier, j'en parle, il sera connu surtout de l'opinion en raison de ses confessions. Au moment de mourir, par l'intermédiaire d'un prêtre, il dénoncera un petit peu les pratiques qui ont été les siennes dans sa vie, c'est-à-dire en fait de ternir la réputation de personnes, des tactiques, je dirais, qui existent dans le monde politique, dans l'ombre, dans les coulisses. Alors, ce monsieur Roger Stone, voilà, ici, on est le 27 janvier 2019. Ah, j'ai un billet à ce moment-là. Et je montre la photo de 2 personnages, qui j'appelle ça appel au limier en herbe, Jérôme Corsi et Randy Credico. Ce sont deux personnes que M. Roger Stone, dont il a parlé dans sa... je vous précise, au cas où vous ne le sauriez pas, Roger Stone, homme de confiance de Trump, condamné à une peine de prison, gracié par M. Donald Trump, une sorte d'homme de main de Trump de très 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 longue date. Alors, à propos de cet appel, je vous demande si vous pouvez trouver de l'information sur ces 2 personnages et leur lien avec monsieur Roger Stone. Et je mets, là, c'est pas un chapeau, c'est un chapeau de terminaison
de mon papier. Mon appel se révéla infructueux. Ma petite hypothèse est, entre guillemets, est que si Stone est à ce point déterminé à détourner l'attention des autorités de Jérôme Corsi vers Randy Credico, dont il affirme qu'il est son intermédiaire dans un dialogue avec Wikileaks, alors que c'est Corsi son véritable truchement, c'est parce qu'il sait que Corsi peut être accusé d'espionnage. J'y reviendrai. Bon. Et ça, c'était donc écrit le 27 janvier. Et le 28 janvier, le lendemain, j'annonce un billet, j'ai un billet qui s'appelle S'il n'y a pas collusion, est-ce parce qu'il y a autre chose? Voilà, mon billet en date du 28 janvier 2019, il y a 2 ans. Et j'écris comme chapeau au moment où je publie ce livre, citant les propos d'une magistrate justifiant qu'une audition relative à Paul Manafort se fasse à huis clos en raison de choses sensibles, entre guillemets, en raison de choses sensibles en rapport avec des investigations en cours et impliquant des, soulignés, individus non inculpés. Je mets entre parenthèses, expression déjà utilisée à propos de Donald Trump, et d'autres allusions plus ou moins obscures à la dimension, entre guillemets, sécurité nationale des affaires en cours, je laisse entendre qu'on ne nous laisse apercevoir à nous, personnes du public, que la partie émergée de l'iceberg, alors que se poursuivent dans l'ombre des enquêtes pour espionnage soigneusement dissimulées à nos regards. 28 janvier 2019. Mon commentaire de l'époque. Alors, fast forward, comme on dit en anglais. Alors, on avance rapidement vers le présent. Et là, on apprend la chose suivante. C'est que donc, vous savez, le 6 janvier, il y a eu un certain nombre de personnes, plusieurs milliers, ont pris d'assaut le Capitole, c'est-à-dire l'Assemblée nationale à Washington, et un certain nombre de ces personnes, déjà 200, sont inculpées. Il y a des enquêtes en cours sur 300 autres personnes. Et on comprend de certaines, communications du ministère de la Justice. On apprend en particulier que les relevés de téléphone permettant de savoir exactement où se trouve quelqu'un qui a un smartphone, à quel endroit, à un moment précis. On nous dit qu'on a, ça c'est il y a 2 ou 3 jours, que pour une personne inculpée et qui faisait partie du service de, comment appelle-t-on ça, de sécurité de M. Roger Stone, au moment où M. Trump fait son allocution où il dit je me rendrai avec vous au Capitole, et dont on dit maintenant du côté de ses défenseurs que tout ça c'est de la rhétorique, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Il est normal qu'un homme politique dise des choses qui dépassent un petit peu sa pensée. On nous dit que donc cette personne qui fait partie du service de sécurité de M. Roger Stone, au moment où on est devant le Capitole et où M. Trump fait son allocution, qu'on sait exactement où il se trouve par la suite. Bon. Alors, je viens de regarder un juriste dans une interview qui dit « ça veut dire que si ce monsieur a eu des communications téléphoniques par la suite, dans la journée, au moment où ce monsieur se trouve à l'intérieur du Capitole, on saura exactement, non seulement ce qui s'est dit avec M. Roger Stone, mais on saura exactement où se trouve M. Roger Stone à ce moment-là. Et comme on sait, bon, et c'est là qu'on commence à avoir des pointillés, mais qui ne sont pas trop compliqués quand même à raccorder. Si M. Roger Stone a téléphoné à ce monsieur, ou si ce monsieur a téléphoné à M. Roger Stone, on sait exactement ce qu'il a dit et où il était. Et si M. Roger Stone a eu d'autres communications avec d'autres personnes au même moment, à cette époque-là, suivez mon regard, on sait exactement aussi où il était, on sait exactement où était la personne à qui il a téléphoné, et on sait exactement ce qu'ils se sont dit. Vous avez compris. Si ce monsieur qu'on a arrêté maintenant dit des choses à M. Roger Stone, et que ce M. Roger Stone les relaie, d'accord, les relaie à un troisième personnage,
dont le nom est absolument inconnu et ne peut pas être mentionné ici, on le sait aussi. Alors, ce juriste que je regardais, lui, il a établi des pointillés entre ce qu'il venait de dire. Il l'a pas dit aussi, il a dit comme moi là, hein, avec plein de pointillés. Mais il rapporte à d'autres pointillés. Une conversation qu'on a entendue, je crois que c'est hier ou avant-hier, et donc on ne connaissait pas. C'est Monsieur Trump qui appelle une personne d'un rang assez subalterne dans l'administration de l'État américain de la Géorgie, une dame qui dit, qui fait preuve de cran. Parce qu'à un moment donné, elle répond à Trump, elle dit je dois vous avouer que je suis quand même choquée que vous m'appeliez moi. Et elle fait allusion au fait que le président des États-Unis appelle une personne aussi subalterne. Mais son rôle était pas subalterne, il était important pour Trump. C'est la personne qui avait la responsabilité pour un certain nombre de votes par correspondance. C'est la personne qui avait la responsabilité de comparer les signatures sur ces votes par correspondance avec des signatures enregistrées pour les électeurs de la Géorgie. Voilà. Et tout ça montre le président des États-Unis en train d'essayer de magouiller, de faire pression sur des gens en les impressionnant, en disant oui, vous serez célèbre hein, si vous pouvez rétablir la vérité, etc. Monsieur Trump termine sa communication, ou enfin bon, dans les passages qu'on cite, c'est la fin, en disant parce que vous savez, il y a une date importante et ce sera la date du 6 janvier. Voilà. Alors, le connaissant, le 6 janvier n'est pas important parce que c'est le jour où on confirmera l'élection de son rival. C'est parce que il a dit à d'autres occasions, le 6 janvier, it will be wild. Ça va barder. Hein bon, traduction pas littérale, mais ça va barder. Et là, à une employée subalterne dont il sait probablement pas qu'on enregistre là, quand il téléphone, quand il fait pression sur le type responsable des élections en Géorgie, qui est un fonctionnaire de haut rang, et il l'appelle parce qu'il est républicain, ce type est enregistré comme électeur républicain, là, il pourrait se douter que voilà qu'on l'enregistre. Mais là, sans doute, il savait pas. Et cette dame, elle s'en sort très bien en disant je suis quand même un peu choquée que vous m'appeliez personnellement pour parler de ces choses-là. Alors, vous avez compris, j'ai cité certains passages du deuxième volume de mon livre, que j'ai appelé haute trahison, alors que personne n'a encore parlé vraiment de haute trahison pour Trump, à part moi peut-être l'un ou l'autre, je dirais farfelu du côté anglo-saxon. On a l'impression qu'un certain nombre de choses sont en train de se passer qui font que moi, j'ai dit, il y a tellement d'espionnage en réalité dans ces machins-là qu'il est probable qu'on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Mais là, il semble qu'il y ait un certain nombre d'enquêtes qui ont lieu, qui rassemblent des éléments bien particuliers dans le sens, de la haute trahison. Et là, bon, ce que je vous ai lu, où je dis qu'il y a quelque chose inscrit en filigrane qui est dire que le président est un agent de l'ennemi, j'avais aussi attiré, et ça c'est pas dans le second volume, c'est déjà dans le premier. Je vous avais attiré votre attention sur le fait qu'au fur et à mesure que monsieur Muller, avec sa commission dont on dit que finalement est arrivé à rien du tout, que tout au long de son enquête, il y a un certain nombre de sujets qui sont évoqués par les journalistes comme des choses qui s'occupent en ce moment-là, et qui apparaissent soudain, à cette époque-là, hein, donc on parle de 2017-2018, qui apparaissent comme des affaires qui seront traitées par des tribunaux, non pas au niveau fédéral, mais au niveau des États particuliers. Pourquoi est-ce que c'est important de dire pas au fédéral, mais au niveau des États? Parce que M. Trump a immédiatement parlé de se gracier lui-même. Finalement, il ne l'a pas fait. Mais il pouvait se gracier de toute manière qu'au niveau sur des offenses, sur des délits
des crimes commis au niveau fédéral. Pour tout ce qui est des accusations qui peuvent avoir lieu au niveau des États particuliers, là, il ne pouvait pas s'exonérer. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de Trump, mais là, bon, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des affaires à suivre et souvenez-vous de ce que je vous dis au départ. Ce livre-là, au moment où il sort, on ne parle pas de ce qu'il y a dedans pendant à peu près 2 ans. Alors, celui-là, pourquoi il s'appelle Haute Trahison? Là aussi, on comprendra plus tard. Allez, à bientôt. Au revoir.